La princesse de Lamballe était une femme douce, aimante et gentille qui a traversé d'immenses tragédies et tristesses. Bien qu'elle ait essayé de rester positive tout au long de sa vie, cela n'a jamais duré longtemps. C'était une femme reconnue comme totalement indigne de sa fin brutale et tragique. La princesse est née Marie-Thérèse Louise de Savoie-Carignan à Turin, en Italie. Le 8 septembre, elle était la fille de Louis-Victor de Carignan et de la landgravine Christine de Hesse-Rheinfeld-Rothenberg, tous deux issus de la royauté européenne. On disait qu'elle avait une jolie tête, avec une chevelure blonde luxuriante qui, une fois libérée de ses attaches, tombait jusqu'à ses pieds. La princesse venait d'une famille extrêmement riche et était bien éduquée. Elle parlait plusieurs langues et était très cultivée. Elle aimait lire de la poésie italienne ainsi que des livres d'auteurs populaires, comme Machiavel et Dante. La lecture était l'un de ses passe-temps favoris et elle avait investi dans sa propre bibliothèque personnelle très fournie. Son éducation impressionnante et la richesse de sa famille lui assuraient une bonne position pour le mariage. En 1767, le duc de Pontievra avait demandé à Louis XV de l'aider à trouver une épouse convenable pour son fils, la princesse de Lamballe. Le roi accepta et lui suggéra de porter son attention sur la princesse de Savoie. La princesse de Lamballe se vit présenter un portrait de la princesse, et, à seulement 17 ans, son destin fut scellé. Elle arriva en France le 30 janvier à Montereau, et fut accueillie par un jeune homme à l'air curieux tenant un magnifique bouquet de fleurs. D'abord confuse, la princesse comprit rapidement qu'il s'agissait de son futur mari. Ils se sont mariés plus tard le même jour à la chapelle du château de Nangis, dans la demeure du comte de Gurchy. Toutefois, le mariage fut bref. La princesse de Lamballe avait témoigné à son mari amour et affection, et au début, il semblait heureux en mariage, mais la cour de Versailles était tristement célèbre pour ses scandales, et il ne fallut pas longtemps avant que la princesse ne se retrouve au centre d'un autre. La princesse fut présentée à la cour de Versailles, où elle gagna une faveur admirable, mais la relation entre elle et son mari se détériora rapidement. Le prince avait entretenu une relation adultère avec 2 actrices, et Marie fut dévastée par la trahison de son mari. Son beau-père la consola, mais après un an de mariage, elle fut frappée par un chagrin encore plus grand lorsque son mari mourut en 1768 d'une maladie vénérienne avant d'atteindre l'âge de 21 ans. Elle avait réussi à pardonner les fautes de son mari, prenant soin de lui tendrement jusqu'à sa mort. La princesse commença sa nouvelle vie, s'installant temporairement à Rambouillet, près de Versailles, où résidait son beau-père, en tant que duc de Pont-Étèvre. Le duc s'était attaché à la princesse et la considérait comme sa propre fille. Il lui recommanda de faire vœu de chasteté et de devenir nonne. Bien qu'elle ne soit jamais devenue nonne, elle choisit de rester fidèle à son mari toute sa vie. Après avoir hérité de la fortune de son mari, elle rejoignit son beau-père pour achever ses nombreuses œuvres caritatives. Le duc devint connu sous le nom de roi des pauvres, et Marie de Lamballe gagna le surnom d'Ange de Pontièvre. Elle finit par se remettre de son chagrin, bien qu'elle ait continué à traverser une série de moments mélancoliques qui allaient s'aggraver avec l'âge. En 1770, le dauphin Louis épousa Marie-Antoinette, la fille de Maria-Thérèse, l'impératrice d'Autriche. Louis monta sur le trône seulement 4 ans plus tard, en 1774, devenant le roi Louis XVI. Après avoir vécu quelque temps à la cour, la relation entre Marie-Antoinette et la princesse de Lamballe commença à s'épanouir. Marie-Antoinette avait trouvé sa nouvelle confidente en la princesse et l'année suivante, en 1775, elle fut également proclamée surintendante de la maison de la reine. La princesse de Lamballe accompagnait la reine lors de nombreuses excursions et à beaucoup de ses fêtes. Le duc de Pontievra succomba au mode de vie du roi et de la reine et commença même à exprimer son intérêt pour recevoir des membres de la royauté internationale. Il reçut ensuite le prince héritier de Suède et le roi de Danemark, avec la princesse de Lamballe jouant le rôle d'hôtesse.
La cour de Versailles accueillait de nombreux bals et fêtes, devenant célèbre pour son mode de vie fastueux et sa soif de tout ce qui était extravagant. Après tout, Louis XIV avait presque ruiné tout l'État lorsqu'il fit appel au célèbre architecte paysagiste français André Le Nôtre pour redessiner les 2000 acres de Versailles. En raison de la situation monétaire de la France, le roi Louis XVI engagea Anne-Robert Jacques Turgot pour reprendre en main les finances du pays. Turgot avait pour mission d'apporter à la population une liberté et une prospérité financière. Il écrivit une lettre au roi Louis dans laquelle il affirmait qu'il ne voulait ni banqueroute, ni augmentation des impôts, ni emprunt. Turgot lui-même était favorable à la monarchie tant que la monarchie travaillait au service du peuple. Avec ces nouvelles lois et réglementations entrant en vigueur, le roi Louis XVI avait eu besoin de faire entrer les États de Bretagne dans une conformité plus stricte, car la région fonctionnait auparavant comme un État quelque peu autonome. Pour ce faire, le roi avait besoin d'un diplomate fiable pour apaiser toute réaction négative ou tout sentiment anti-monarchiste. Et donc, il fit appel au duc de Penthièvre, qu'il considérait comme l'homme idéal pour cette tâche. La princesse de Longueballe l'accompagna à Rennes le 17 décembre 1774. Leur aventure dans la région fut un immense succès, et la princesse elle-même avait réussi à gagner le cœur de la population locale. La princesse de Lombard était absente de la cour de Versailles depuis 2 mois, et la reine Marie attendait avec impatience son retour. Ayant appris avec joie que la princesse rentrait chez elle quelques jours plus tôt que prévu, la reine avait demandé que la princesse se rende directement à Versailles. Après que la princesse de Lamballe soit entrée à Versailles, elle fut surprise de voir que la reine avait fait peindre son portrait sur une vitre placée dans la pièce où la reine passait le plus clair de son temps. Pourtant, après avoir passé beaucoup de son temps libre avec la reine, les pensées et les intérêts de la princesse commencèrent à vagabonder. Les Parisiens adoraient tout ce qui était surnaturel. Leur inclination pour le superstitieux et le paranormal avait commencé bien avant la naissance de la princesse, mais l'intrigue n'avait cessé de croître. Le comte de Saint-Germain avait captivé la population, affirmant avoir vécu pendant des siècles et avoir rencontré Jésus-Christ lui-même. Le baron du pape de Seine-et-Voir avait introduit l'étude du magnétisme animal. Eliphas Lévy était un sage distingué, et Alexis Vincent Charles Barbequier de Terre-Neuve-du-Thym était devenu célèbre en tant que démonologue renommé. La princesse de Lamballe avait également été captivée par le surnaturel, correspondant même avec la cartomancienne Madame Lenormand, ainsi qu'avec l'astrologue et voyante Madame Williams, qui était d'origine galloise. Bien qu'une grande partie de sa vie privée reste un mystère, on sait que la princesse s'est intéressée à la franc-maçonnerie. En 1777, elle est redevenue membre de la loge de Crandeur et est devenue l'un des membres les plus prestigieux du pays, et en 1781, elle a assumé le rôle de grande maîtresse de la Mère Lodge d'Écossais d'adoption. En 1775, une révolte de masse a éclaté. La récolte du pays avait donné un volume de céréales incroyablement faible et le pays s'est rapidement retrouvé en situation de pénurie alimentaire, incapable de nourrir la population. Les gens ont commencé à blâmer la monarchie, affirmant qu'elle avait délibérément gardé les réserves pour elle-même, et le peuple a commencé à se révolter. Le pays sombrait dans la panique, les pilleurs étaient en très nombreux, et les agriculteurs étaient pris en otage par les pilleurs, forcés de vendre leurs grains à des prix bien plus bas. Tout au long des mois d'avril et de mai, les émeutiers ont semé le chaos dans ce qui est devenu connu sous le nom de guerre des farines. La tragédie frappa de nouveau la princesse lorsqu'en 1778, elle perdit ses 2 parents. En 1785, la population française devint de plus en plus hostile envers le trône et le mode de vie somptueux qu'il menait, alors qu'une grande partie de la France souffrait d'une pauvreté extrême. Le peuple avait besoin de trouver une excuse à chaque malheur possible, et il l'a trouvée en Marie-Antoinette. Elle était devenue une figure publique de la haine.
Les années 1786 à 1789 restèrent sans tragédie pour la princesse, et, dans une lettre écrite par Horace Walpole, il est dit que la princesse fit une visite en Angleterre à la mi-1787. Cependant, la situation en France ne s'améliorait pas. Le roi s'intéressait davantage à ses collections personnelles qu'à prendre des décisions pour gouverner le pays, et la reine était plus encline à dépenser de grosses sommes d'argent en diamants et autres objets de luxe, ainsi qu'à accumuler de nombreuses dettes de jeu impayées. Le 5 mai 1789, le roi Louis XVI a réuni les États généraux à Versailles, qui ne s'étaient pas réunis depuis 1614. Il a convoqué cette réunion pour introduire une nouvelle loi fiscale qui imposerait un taux d'imposition plus élevé aux propriétaires terriens et aux riches nobles. La classe moyenne présente à la Réunion, qui comprenait des avocats et des enseignants, avait réclamé une constitution. Le roi était indigné. Il croyait que la monarchie devait conserver un pouvoir absolu, sans aucune règle ni gouvernement pour lui retirer son pouvoir. Ceux qui étaient présents à la réunion des États généraux avaient prêté serment sur le court de tennis voisin le 20 juin 1789, déclarant qu'ils ne rentreraient pas chez eux tant que le roi n'accepterait pas de former une constitution. Le 27 juin, ils ont formé leur propre parlement qu'ils ont appelé l'Assemblée nationale. Des nobles et des membres du clergé ont aussi commencé à rejoindre le nouveau parlement. Le roi était en colère, mais il a aussi cédé face au peuple. Les prix du pain restaient élevés et beaucoup de gens avaient encore faim. Le roi refusa d'accepter l'Assemblée nationale et renvoya même un ministre qui était connu pour agir en faveur des pauvres. Complètement indignés, des milliers d'habitants complètement indignés se sont rassemblés pour protester et ont pris d'assaut la forteresse de la Bastille. Face aux quelques 8000 manifestants, les hommes du roi n'ont rien fait pour empêcher la prise d'assaut de la forteresse. Le gouverneur de la Bastille a remis les clés aux manifestants, mais il était trop tard pour leur témoigner de la sympathie désormais. C'était un homme qui avait contribué à enfermer des centaines de prisonniers qui s'étaient exprimés contre le roi. Dans un accès de rage, les manifestants ont décapité le gouverneur qu'ils tenaient tant. C'était la première fois que les paysans de France s'étaient révoltés contre le pouvoir absolu du roi et avaient gagné. Encouragés par leur victoire, les protestations gagnaient en férocité, et Louis savait qu'il avait perdu Paris. Toute idée de tenter de reprendre la Bastille par la force fut rapidement abandonnée. Des rumeurs commencèrent à circuler selon lesquelles le roi Louis préparait des plans pour utiliser la force militaire afin de se débarrasser de l'Assemblée nationale. En octobre, la famille royale fut emmenée au palais des Tuileries, où le peuple pouvait surveiller les actions du roi. Toujours aussi défiants, le roi et la famille royale tentèrent de s'échapper de France. Le plan était de rejoindre l'Autriche et d'obtenir de l'aide du frère de Marie-Antoinette, qui était désormais l'empereur d'Autriche. En juin 1791, ils tentèrent leur chance mais furent arrêtés à Varennes et ramenés à Paris dans leur carrosse. En 1791, la princesse de Lamballe avait réussi à éviter la capture et s'était rendue une nouvelle fois en Angleterre, visitant Blenheim, Oxford et Bath, mais cette fois, il semble qu'elle était en quête de protection. Marie-Antoinette avait déjà envoyé des messages pour demander de l'aide, mais il semble que la princesse soit arrivée en personne, pour s'assurer que la gravité de la situation imminente soit entendue. La reine d'Angleterre a accueilli la princesse avec beaucoup d'affection, et avec un grand plaisir. Mais lorsqu'elle a demandé de l'aide au roi George III, il a refusé, lui disant que la famille royale française avait provoqué ses propres malheurs. Le roi de France a écrit à la princesse lui disant de ne pas revenir, car la situation était devenue trop terrible. Elle a répondu en disant « La reine a besoin de moi et je dois vivre ou mourir à ses côtés ». Elle a rédigé son testament à Aix-la-Chapelle, qui incluait même ses chiens bien-aimés, puis elle est retournée en France pour rester aux côtés de la reine. L'Assemblée nationale comptait parmi ses membres quelques sympathisants royalistes et Marie-Antoinette tenait des réunions secrètes avec eux à Versailles, lorsque la famille avait été ramenée à Paris. La princesse de Lombard, connue pour être la confidente de la reine, était également soupçonnée par le peuple d'entretenir des relations sympathiques avec les Autrichiens.
Le 10 août 1792, la monarchie fut officiellement renversée et la princesse fut emprisonnée à la prison du Temple aux côtés de Marie-Antoinette. Elle fut ensuite transférée à la prison de la Force le 19 août. On ordonna à la princesse de prêter serment pour dénoncer la monarchie et sa meilleure amie en tant que reine de France, mais elle refusa. Le 3 septembre, elle subit sa punition brutale. Après un court procès, elle fut traînée hors de la prison et frappée à de nombreuses reprises par les armes brandies par la foule en colère qui l'attendait. Elle tomba à genoux après avoir été frappée à la tête et à l'œil, son sang ruisselant sur sa robe. Elle fut ensuite frappée violemment à la tête, ce qui la rendit inconsciente, puis la foule déshabilla son corps. Et ils commencèrent à la mutiler jusqu'à ce qu'elle ne soit plus reconnaissable. Après ces scènes horribles et tragiques, sa tête fut coupée et plantée sur une pique que la foule exhiba ensuite devant la cellule de Marie-Antoinette. Sa générosité et ses œuvres de bonté n'avaient compté pour rien. Elle était une amie de la monarchie et elle ne devait pas être traitée différemment. Au moment de sa mort, elle avait 42 ans.